Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou encore bonjour, chers auditeurs de la radio publique africaine. Bienvenue au journal parlé en langue française de ce jeudi 25 septembre l'an 2025 et dont voici le sommaire. L'association King Umurundi Freedom s'inquiète de la méfiance à la fois de la part de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et du chef de l'État face à la recrudescence du phénomène d'enlèvement dans le pays. Grogne chez les citoyens de la commune Chibitoke qui ne sont pas reçus par les autorités administratives et en même temps désorientés dans les bureaux de leur commune. En page éducation, nous vous parlerons d'un manque criant de bons pupitres dans les écoles de la province Butanyerera. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. L'association qui milite pour la défense des droits humains King Umurundi Freedom dénonce le silence et l'inaction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, face à l'intensification de cas d'enlèvement indexés aux agents du service de renseignement burundi. Vianney Nizigimana, président de la dite association, interpelle également le président de la République de ne pas rester les bras croisés car il devra répondre de ses actes qui seraient commis par des éléments qui relèvent de sa responsabilité. Suivez à ce propos Vianney Nizigimana, président de l'organisation King Umurundi Freedom. Les disparitions forcées orchestrées par les services de renseignement burundais continuent de se multiplier de manière alarmante. L'organisation King Umurundi Freedom dénonce avec la plus grande fermeté ces actes inhumains. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que toutes ces arrestations sont effectuées sans mandat ni information aux familles des victimes. Parmi les cas récents, on peut citer celui d'Audace Choitongiye, un militaire à la retraite enlevé brutalement à Mutakura et dans des circonstances particulièrement choquantes. Il y a aussi Alexis Nimbona, membre de la diaspora burundaise en Suède, arrêté à son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Son lieu de détention reste inconnu. Il serait accusé d'avoir critiqué le régime CNDD-FDD alors qu'il était en transit. Plus récemment, le 24 septembre, un citoyen du nom de Mugisha Didier a été enlevé à la sortie de la banque Bankobu au centre-ville de Bujumbura par 6 agents du renseignement à bord d'un véhicule sans plaque d'immatriculation. Ces actes sont la marque d'une dérive autoritaire persistante sous le régime du CNDD-FDD où les personnes enlevées disparaissent sans trace. Ce qui est encore plus révoltant, c'est l'inaction totale de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui reste silencieuse et passive malgré les multiples alertes lancées. Ici, nous mettons en garde le président Evariste Ndayishimiye car ces actes sont perpétrés par les agents du renseignement qui relèvent directement de ces services. Il devra rendre des comptes pour chaque vie ainsi croyée. King Umurundi Freedom reste solidaire des familles touchées et poursuivra son combat pour la justice et la vérité. C'était Vianney Nizigimana, président de l'association King Umurundi Freedom qui milite pour les droits de l'homme. En politique, dans la série de diffusion sur les cas illustratifs du recours à la ruse baptisée Igi Saratoga au sein du parti CNDD-FDD, aujourd'hui, nous revenons sur une des déclarations faites par le président Ndayishimiye concernant la situation sécuritaire. C'était en juillet 2022 au cours d'une rencontre avec des Burundais de la diaspora. Suivez. Je ne comprends pas un dirigeant qui reste inactif et assiste à l'assassinat de son peuple. Savez-vous combien nous avons peiné pour découvrir le groupe qui, ces derniers jours, kidnappait les gens? Tout le monde disait que c'est le régime en place qui tue ces gens. Ça a été relayé dans tous les médias. Au lieu de conjuguer nos efforts pour démasquer ce groupe, certains restaient tranquilles
et était à l'aise avec la situation. J'ai été choquée quand j'ai découvert que le groupe travaillait avec certains agents des corps de sécurité. Dans le pays, il existe des kingmakers qui font la pluie et le beau temps, et le peuple obéisse au lieu de se coaliser et de les résister. C'est la solidarité négative. Tant que tu n'es pas touché, tu détournes le regard. Qui t'a dit qu'un lion sera un jour herbivore? Après avoir mangé tout le bétail du voisin, il viendra chez toi. Vous n'avez pas vu qu'à un certain moment, ces terroristes lançaient des grenades sur des parkings des bus? Nous devons être solidaires. Si tu vois quelqu'un victime d'un crime, aide à traquer l'auteur pour qu'il en réponde. C'était le président Évariste Ndayishimiye. Dr Bob Rugurika, notre collègue, à qui un des vétérans du CNDD-FDD a confié ce secret, explique qu'en tenant ce discours, non seulement le président Ndayishimiye appliquait leur stratégie pour se dédouaner devant la population, mais aussi il se moquait des familles et des disparus, d'autant plus qu'il est souvent derrière les cas d'assassinat commis au pays. Suivez plutôt Dr Bob Rugurika. Le président Ndayishimiye était au pouvoir depuis peu, seulement 1 an et quelques mois, et il a tenu ses propos devant la diaspora burundaise. Effectivement, il sait que les médias ne cessent d'alerter sur les multiples assassinats commis par le pouvoir CNDD-FDD, et la communauté internationale en est avisée. Alors, il s'est dit, je vais rencontrer ces Burundais venus de différents pays. Je vais leur montrer que ce n'est pas notre régime qui tue, que c'est un autre groupe, et ils seront nos ambassadeurs. Vous l'avez entendu dire qu'il a avoué que parmi les auteurs de ces crimes se trouvent des agents des corps de sécurité. Il l'a dit par mégarde. Mais ce qui prouve que le régime est derrière tous ces crimes, aucun de ces agents des corps de sécurité n'a été puni pour les crimes commis. Nous les avons jamais entendus annoncer cela. Je vous donne un seul exemple qui résume tout. Vous vous souvenez d'un membre du CNL d'Agatongwasa qui a été assassiné. Il s'appelait Matata. Il a été par des agents du service national des renseignements. Ils l'ont torturé à mort. Un peu avant de succomber à cette torture, ils l'ont évacué à la clinique Prince Louis Rwagasore. Il est mort là-bas. Ça a été un scandale pour les Burundais comme pour les acteurs de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait recours à leur stratégie Igisaratoga. Ils ont déclaré que c'est le nommé Gérard Ndayisenga, un cadre du service national de renseignement, qui est connu pour les différents crimes qu'il a commis. Gérard Ndayisenga est aussi un proche du président Ndayishimiye. Il est comme lui originaire de la province Gitega. Il partage souvent de la bière. Ils ont annoncé sous les voies des ondes que c'est lui qui a tué Matata. Ils l'ont emprisonné, mais il n'a pas tardé à la prison centrale d'Omimba, car selon des informations que nous disposons, le président Ndayishimiye est impliqué dans l'assassinat de Matata. Ils ont alors envoyé Gérard Ndayisenga à l'hôpital du général Nshimirimana, qui se trouve à Kamenge. Il a habité là-bas, sa famille le visitait à l'aise. Il se rendait à Gitega pour rencontrer le président Ndayishimiye, partager avec lui de la bière et revenait dormir à cet hôpital. À un certain moment, le président Ndayishimiye a ordonné sa libération. Il est actuellement libre et tranquille. Ces propos que vous avez entendus, ce n'est que du Igisaratoga. Il enfonce aussi le couteau dans la plaie des familles des disparus. Il se montre compatissant alors que c'est lui qui commandite les assassinats de ces gens. C'était Dr Bob Rugurika. Une courte pause et puis nous abordons la page gouvernance de cette édition. Les habitants de la commune de Cibitoke dénoncent un manque d'orientation et de prise en charge lorsqu'ils se rendent au bureau communal pour y effectuer des démarches administratives. Ils affirment qu'en plus d'être souvent renvoyés sans avoir pu rencontrer le nouvel administrateur, aucune personne n'est désignée pour les guider, encore moins les assister. Une situation qui les oblige à faire de multiples allers-retours sans résultat. Le point avec Innocent Valentin Singilanga. Certains documents, tels que des cartes d'identité, des actes de naissance et autres, font partie des documents que ces citoyens ne reçoivent plus dans la commune de Cibitoke. Selon ces citoyens, le problème vient du nouvel administrateur récemment nommé qui ne se présente jamais à son bureau, ce qui rend ces citoyens confus et perplexes
comme le dit l'un d'eux. L'autorité dont se plaignent les citoyens est l'administrateur de la commune de Cibitoke. Voyez-vous, la commune de Cibitoke est composée de cette zone et c'est lui qui les dirige. Mais certaines activités sont perturbées car il n'est pas disponible au bureau. De nombreux dossiers nécessitent sa signature, mais il n'est pas disponible. Il est absent du bureau depuis 7 jours et il sait que les citoyens ont grandement besoin de lui. En l'état actuel des choses, ces citoyens affirment qu'ils peuvent passer 2 semaines à se rendre au bureau communal, mais qu'ils reviennent bredouilles alors qu'ils ont déjà payé l'argent nécessaire pour ces documents. Ils lui demandent de changer de comportement. Toutes les cartes d'identité de cette zone sont signées par l'administrateur communal et il peut rester 2 ou 3 semaines sans les signer. Tout citoyen a besoin d'une carte d'identité où qu'il aille. Vous constatez qu'un citoyen a enregistré une carte d'identité et l'a payée, mais les secrétaires des zones lui disent que personne d'autre n'est autorisé à la signer, sauf l'administrateur communal. Nous demandons au nouvel administrateur qui nous ont donné de modifier ses plans de travail et d'organiser son propre programme en prenant 1 jour par semaine pour visiter les zones ou en passant une journée dans son bureau. Nous n'avons pas encore réussi à joindre Eloge Nadjeneza, le nouvel administrateur de la commune de Cibitoke, pour faire la lumière sur les accusations portées contre lui. Merci à Innocent Valentin Singirangabo. Certains employés de l'institution d'épargne et de crédit Rose Family, située dans la ville de Bujumbura, dénoncent les difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir des avances sur salaire. Ils indiquent que cette situation les empêche de subvenir correctement à leurs besoins, surtout en cette période marquée par une conjoncture économique difficile dans le pays. N'est-ce pas, David-Claude Mbananaï? Ces employés de la microfinance Road Family dénoncent un traitement inégal de la part de la direction concernant la demande des avances sur leur salaire. Selon eux, certains bénéficient de facilités, tandis que d'autres rencontrent des retards ou des obstacles prolongés pour obtenir leurs droits. Lorsque vous procédez aux demandes de découvert, vous attendez pendant une période allant jusqu'à 7 jours ou 1 mois. Cela peut se terminer soit par l'accord de la microfinance, soit par son refus. Des situations similaires se produisent pour l'octroi des crédits au sein de cette institution. Certains employés sont envoyés vers d'autres banques, tandis que d'autres obtiennent leur crédit sans difficulté. Lorsqu'il s'agit d'octroyer un crédit, celui-ci est accordé à la personne de son choix, sa famille ou ses proches, tandis qu'un autre employé est renvoyé vers d'autres banques. Selon ces employés, ces retards ont un impact réel sur leur vie, car ces avances sur salaire représentent une aide indispensable pour subvenir à leurs besoins dans un contexte actuel économique difficile. D'office, vous savez que ce prêt ou découvert aide les employés à progresser et à se développer, surtout dans le contexte de vie difficile d'aujourd'hui. Être transféré vers une autre banque implique des procédures longues et complexes. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Primitive Mugiraneza, le responsable de la microfinance Road Family, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci à David-Claude Bananayo. Page éducation, depuis la rentrée scolaire 2025-2026, il est constaté une pénurie de bons pupitres dans plusieurs établissements scolaires de la province Butanyerera. Les directeurs d'école qui se sont entretenus avec la RPA signale que les élèves sont contraints de s'asseoir dans des conditions précaires, ce qui nuit gravement à la qualité de leur apprentissage. C'est un reportage signé Eric Nyonzim. Plus de 30 000 bancs pupitres manquent dans les écoles de la province de Butanyerera, une situation qui inquiète les responsables éducatifs et les enseignants. À elle seule, la province de Kayanza a besoin de 13 000 bancs pupitres. En février 2025, la direction provinciale de l'éducation d'Ongozi avait également exprimé un besoin similaire, soit 13 000 bancs pupitres. L'UNICEF, avec le soutien d'autres bienfaiteurs, avait alors fourni plus de 5 000 unités. Leur objectif était de permettre à des élèves de partager un seul banc pupitre,
et non plus 4 ou 5 comme c'est souvent le cas. La situation est tout aussi préoccupante dans la province éducative de Kirundo, où environ 10 000 bancs pupitres sont nécessaires, notamment dans les communes de Vumbi, Busoni et Bugabira. Certains directeurs d'école signalent que dans plusieurs établissements, 4 à 5 élèves sont contraints de partager un seul banc pupitre, ce qui nuit gravement à la qualité de l'enseignement. Selon eux, l'interdiction faite aux parents de contribuer à l'achat de bancs aggrave la situation et risque de transformer cette pénurie en véritable crise structurelle dans le système éducatif. Merci à Eric Nyonzima. Page société, après une longue période sans avoir reçu d'engrais chimiques, les habitants de la province Burunga, zone Gitara, en commune Nyanza, se réjouissent d'en avoir enfin obtenu la semaine dernière. Ce qui les satisfait encore davantage, c'est qu'une fois appelés, ils reçoivent immédiatement la totalité de l'engrais chimique qu'ils avaient déjà payé. Suivez le témoignage de l'un de ces habitants. Nous vous remercions d'avoir plaidé pour nous concernant le manque d'engrais chimiques. Je tiens à préciser que la semaine dernière, cet engrais a été distribué 2 fois. Selon la liste établie, lorsque ton tour arrive, on te remet l'intégralité de la quantité payée, même s'il s'agit de 10 sacs. Autrefois, il y avait du désordre dans la distribution, mais aujourd'hui, on constate une amélioration. Quand ton tour arrive, tu reçois effectivement l'engrais comme prévu. À ce dont le tour n'est pas encore venu, nous demandons de patience. Nous lançons aussi un appel au gouvernement pour qu'il mette à disposition une quantité d'engrais proportionnelle au ticket remis, afin que chaque personne puisse recevoir ce qui lui revient et fertiliser ses champs. Cela nous permettra d'assurer notre sécurité alimentaire. Nous vous remercions encore pour ce reportage car il a contribué à ce changement. C'était là l'un des habitants de la province Burunga, zone Gitara, en commune Nyanza. Retournons en province Butanyerera, où il n'y a pas de place réservée aux immondices dans les grandes villes. Cela augmente la saleté au moment où ceux qui mangent des fruits, ceux qui boivent des jus, ainsi que de l'eau, jettent n'importe où les restes et les bouteilles en plastique. Emmanuel Daishimier nous en dit plus. Au marché d'Ongozi, il n'existait pas d'emplacement réservé aux ordures. L'endroit qui servait autrefois de dépôt a été transformé en kiosque pour des boutiques. Résultat, les déchets sont jetés dans les caniveaux, notamment près du parking de bus, sans aucune ni ramassage organisé. Dans le quartier Kinyami, les caniveaux sont envahis par des eaux usées et d'autres déchets provenant notamment de la prison centrale d'Ongozi. Les habitants vivant à proximité dénoncent une situation qui perdure depuis longtemps sans solution. Dans presque tout le chef-lieu de la province Ngozi, il n'y a pas de véritable site de collecte des ordures, à l'exception d'un emplacement au quartier Chikilo appelé Kukanyambo. Mais cet endroit déborde souvent avant que les déchets ne soient transférés au site officiel d'Oziegwa. Le même problème est observé à Kirundo. À l'entrée du marché central, une zone regorgée de déchets dégage une odeur nauséabonde. De manière générale, la ville ne disposait pas non plus d'endroits réservés pour les ordures. À Kayanza, le dépôt d'ordures situé près du parking est souvent saturé, forçant les usagers à jeter les déchets aux alentours. Les commerçants du marché se plaignent également des fortes odeurs provenant des toilettes publiques et des caniveaux mal entretenus. Dans ces 3 villes, les autorités locales gardent le silence. Le ramassage des déchets est souvent interrompu par manque de carburant. Face à cette crise sanitaire, Dominique Ndikujayo, administrateur de la commune Ngozi, a lancé une campagne de sensibilisation à l'hygiène. Il affirme que la ville d'Ngozi doit devenir un modèle de propreté dans toute la province de Butanyerera. Merci à Emmanuel Daishimi. Et page sportive pour clore cette édition. Le championnat du monde de cyclisme était ce jeudi à sa 5e journée. Les cyclistes et femmes d'au moins de 23 ans avaient 119 km et 300 mètres à parcourir. 86 cyclistes en provenance de 40 pays ont pris part à cette course. Les détails sur les résultats de la journée avec Désiré Atsuniman. La course de ce jeudi réservée aux femmes de moins de 23 ans a été remportée par la Française Célia Djeri. C'était une course trop tactique.
Il n'y a pas eu d'échappée remarquable puisque le peloton de devant, constitué par presque la quasi-totalité des cyclistes, est resté ensemble pendant plusieurs kilomètres. Mais à 25 kilomètres d'arrivée, la Française Celia Jerry, la Slovaque Shladonova, l'Espagnole Paula et la Polonaise Maluila Moul ont lancé l'attaque. 10 kilomètres après, 8 autres cyclistes ont rejoint le groupe de devant, formant ainsi un groupe de tête de 12 cyclistes. À 3 kilomètres d'arrivée, presque au début des pavés, la Française Mario Binel a lancé l'attaque, suivie de 4 autres, dont sa compatriote Celia. La tactique de Binel était d'aider sa coéquipière, mais également fatiguer la Slovaque. Cette tactique a payé parce que, à la sortie des pavés, Celia a pédalé en toute vitesse, doublant du coup la Slovaque et a franchi la ligne d'arrivée, devenant ainsi ce 25 septembre championne du monde. Celia Jerry a utilisé 3 heures 24 minutes et 26 secondes pour parcourir les 119 km 300 mètres. Elle a dépassé la Slovaque Shladonova, classée deuxième de 2 secondes, et en troisième position est venue l'Espagnole Paula Blasi Cairol à 12 secondes de la première. C'était une course dure et trop tactique qui a prouvé que les cyclistes africaines ont encore beaucoup de choses à apprendre. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs abandonné très tôt lors de cette course. Ces filles ont utilisé en moyenne 35 km par l'heure. La 6e journée de ce vendredi est réservée aux juniors hommes qui feront 119 km 300 mètres et des espoirs hommes qui auront à parcourir une distance de 164 km 600 mètres. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage sportif signé Désiré Hatunimana que nous mettons fin au journal de la RPA parlé à langue française ce jeudi 25 septembre l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous.